Chers auditrices, chers auditeurs, merci d'être avec nous. Cette semaine, on vous présente l'avant-dernier podcast de l'année 2025. Wow! 2025, ça a été une grosse année pour nous, ça a été une grosse année pour vous. Vous avez été nombreuses et nombreux à nous écouter. Fait que merci pour ça. Laissez-nous un 5 étoiles sur Spotify, sur les applications de podcast pour aider d'autres passionnés de sport comme vous à découvrir le podcast Jamais assez. Cette semaine, je vous présente un épisode profond, je dirais, de transformation avec Gabriel Rancourt. Gabriel Rancourt, c'est un cycliste, un humain pour qui le vélo a tout changé. Il va vous raconter ça dans les prochaines minutes. Puis vous allez voir, c'est une histoire, je pense, pour tous les cyclistes en nous qui vieillissent puis qui doivent se demander pourquoi ils font ça, pourquoi ils changent. Puis le cycliste en nous, l'humain en nous se transforme aussi dans ses raisons, dans ses quêtes. Puis c'est vraiment un épisode que j'ai trouvé fort intéressant à faire avec Gabriel. Je le remercie pour sa générosité. Donc j'espère que vous allez apprécier. Laissez vos commentaires et surtout, prenez le temps d'écouter ça, de réfléchir à ça. On est à la fin de l'année. Il y a des petites remises en question des fois. Ça vaut le temps de se poser, je pense, et d'écouter ces conversations-là. Fait que merci d'être là. Sans plus tarder, je vous mets le podcast dans les oreilles. Merci d'être là. Gabriel, bienvenue au podcast Jamais assez. Guillaume, merci de me recevoir. Comme je disais, t'es un gars qui est partout dans le vélo. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te démêler, pour moi, premièrement. Je veux te connaître dans le bon ordre, dans la bonne chronologie. Puis ma première question, c'est-tu tough de faire du trial? C'est genre mon rêve d'enfance. Hey man, le trial, tu sais, trial en anglais, ça veut dire quoi? Ça veut dire... Des essais. Des essais. C'est bien un sport. S'il y a bien quelque chose qui m'a appris quelque chose dans la vie puis qui m'a servi dans toute ma carrière d'entrepreneur puis de tout ce qui m'a servi peut-être dans les autres projets qu'on va parler aujourd'hui, c'est de tomber, de reprendre ton bike puis de réessayer. Alors, le trial, si c'est dur, c'est une des choses les plus dures que j'ai faites lorsque j'étais tout jeune. Et ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Comment on fait du trial au Québec? On dirait que c'est tellement underground. Écoute, quand j'ai commencé le trial au Québec, en 2002, je savais même pas que ça s'appelait du trial. Moi, tout ce que je savais, c'est que... Est-ce que tu as déjà écouté les films de bike, les Crank Series? C'était comme les films de bike, genre de freeride. OK. Puis là-dedans, il y avait des gars qui sautaient, tu sais, comme... Des escaliers, des maisons. Mais à un moment donné, il y a un gars que je connaissais pas à l'époque qui s'appelle Ryan Leach, dans le team Norco, qui a juste sauté un petit peu sur sa roue d'en arrière. Puis j'écoutais ça en VHS à l'époque. J'ai vu ça, puis j'ai fait, c'est ça que je veux faire. Puis c'est là que je faisais du cross-country à l'époque. Et c'est là que j'ai pris mon bike de cross. Et j'ai commencé le trial sans savoir comment ça s'appelait. C'est quelqu'un d'autre qui me l'a appris par la suite. Mon premier boss d'une shop de bike qui était français. Okay. C'est lui qui m'a appris le terme. Oui, parce qu'en Europe, c'était vraiment plus populaire. Là. Exactement. Il y avait cette sous-culture-là du vélo existait. Oui, mais en Amérique du Nord, ça n'existait pas. Alors, c'est un peu moi qui a starté le mouvement du trial. Je ne veux pas m'approprier tout, là, mais j'ai quand même fondé la communauté qui s'appelait Trial Québec, un site web où est-ce qu'il y avait un forum, où est-ce que les gens pouvaient se retrouver là-dessus. Et c'est là que j'ai commencé à faire des films de bike pour me faire commanditer. Et c'est là que ma carrière aussi de cinéaste, photographe, c'est là que j'ai découvert la passion de la photo, du vidéo. Je me filmais pour me faire connaître le sport. Puis en vendant mes petites vidéos, je me suis acheté des nouvelles caméras, des nouveau disque dur. Et on a diffusé ça dans le temps. C'était pré-YouTube, là. Oui. OK? Ouais. Alors, ça, c'est en 2002, 2003. Puis ce qui est quand même fantastique pour faire une histoire courte, c'est que 4 ans plus tard que j'ai commencé le trial chez nous sans savoir comment ça s'appelait, moi, après ça, j'ai été dans le team Norco, j'ai été dans le team Planetix et Simtra par la suite. Mais 4 ans plus tard, je faisais les démos au Mont-Saint-Anne, au Vélorium, avec Ryan Leach. Durant la Coupe du monde de vélo de montagne, ça a été dans mes plus belles années à vie, puis c'était comme le retour de full circle, là. J'ai eu plusieurs full circle dans ma vie, mais ça a été un des moments qu'on va peut-être parler aujourd'hui de tout est possible, man. Genre, j'ai pris mon bike, j'ai commencé à gosser là-dessus sans coach, sans personne qui me disait quoi faire. J'ai développé mon style aussi, j'ai développé mon style sur un vélo, j'ai développé mon style de film. Puis, ultimement, ça m'a fait rencontrer du monde extraordinaire. J'ai pu voyager à travers le Canada, faire un DVD. Après ça, j'ai payé mon cégep avec cet argent-là. Puis,
Ouais, c'est quand je rencontre du monde, puis je leur dis que le vélo m'a tout apporté dans la vie, tu sais. Ouais, c'est souvent quelque chose qui ressort, là. Ils se disent, non, mais quand je le dis de même, ils se disent, bah, cool, tu sais. Ouais, mais quand ils savent vraiment toute l'histoire, puis tu sais, on pourra pas tout raconter l'histoire, je pense, aujourd'hui, de où est-ce que je viens, d'où est-ce que mon mental puis mon feu intérieur vient, mais le vélo a changé ma vie. Ça, je peux le dire. Quand tu approches des gens pour te faire commanditer, comment tu fais ça dans une ère pré-Internet, genre? Écoute, je suis au podcast ici en ce moment parce que j'ai pris mon guts, mon ego, je tasse ça de côté, puis j'appelle le monde. Puis j'écris au monde, j'ai aucun problème avec ça. Puis j'ai eu cette drive-là quand j'étais jeune. Pour être dans le team Norco, j'ai écrit une lettre. Je l'ai encore chez nous. Je vais l'encadrer dans mon bureau. Mon bureau, c'est comme un recueil de plein de mes affaires qui ont changé ma vie. Et j'ai la lettre que j'ai écrite à Norco à la main. Puis j'ai envoyé ça au BC à Vancouver. Puis ils m'ont répondu qu'après ça, ils m'ont mis sur le Grassroots Program qui s'appelait à l'époque. Et ça a été juste la première graine à avancer. Puis quand j'ai eu ça, là, après ça, c'était comme, je vais contacter les compagnies, je vais leur envoyer des photos. Alors, j'ai tout le temps eu cette drive-là, un petit peu de me marketer moi-même, de faire les démarches par moi-même, puis de ne pas avoir peur de faire ça. Mais des fois, il faut prendre son ego, tasser ça de côté, puis arrêter de se dire que les gens vont nous manger. Ils ne nous mangeront pas. La pire chose qui peut arriver des fois, c'est qu'ils ne te répondent pas. Mais écoute, il n'y a jamais personne qui m'a dit « ça n'a pas de bon sens ce que tu viens de faire ». Mais écoute, à 12, à 13 ans, d'écrire une lettre à la main pour envoyer ça à Norco, je pense que les gens là-bas, ils ont vu quelque chose en moi aussi. Ouais, c'est ça. Ils achetaient surtout pas tes skills de bike. Ils achetaient ton guts, là. Ils achetaient ton guts. Puis je pense que ça a été un trend dans toute ma vie. Ça a tout le temps été ça. Ça a tout le temps été ça. Je pense que ce que j'essaie de vendre aujourd'hui, puis je suis encore commandité, puis je fais encore plein de projets, mais je pense que ce que j'essaie de vendre, c'est pas des podiums. C'est vraiment comme le gars en arrière, la drive que j'ai, puis la mission que j'ai aussi dans la vie, d'utiliser le vélo, puis toutes les épreuves que je fais d'endurance qui n'ont pas de bon sens. Le but en arrière, c'est de motiver les gens parce que moi, ultimement, quand les gens me demandent pourquoi tu fais tout ça, Gab, j'aurais aimé ça qu'il y ait quelqu'un qui se pointe au secondaire ou au primaire quand j'avais aucun repère dans la vie, puis quelqu'un qui m'aurait dit, check, ça se fait des affaires de même. Fait que je me l'ai créé moi-même, mais là, je peux être le porte-parole pour essayer d'aider le plus de monde possible. Oui, parce que là, il y a tout ce parcours-là qu'on va explorer ensemble, mais au final, là tu es comme dans une... comme dirait Taylor Swift, tu es comme dans un era de redonner. Tu es comme dans... C'est le full circle. Ouais. Tu parles du full circle, c'est... On se dit tout, tu sais, à quoi ça sert, right? Tu sais, tout ça. Puis je me dis, là, avec mes enfants qui grandissent, j'ai mis mes projets un peu sur pause, là, tu sais, de méga aventure pendant quelques années parce que je voulais être absolument certain que mes enfants s'en aillent dans la bonne direction. Et là, ils sont rendus à un âge que là, je suis comme, OK, là, let's go, on revient. Tu sais, ça fait 27 ans que je suis photographe. Puis j'ai d'autres entreprises, je suis impliqué dans plein de choses, mais ça fait 27 ans que je suis photographe, puis tu sais, je suis parti du vélo, photographie, tu sais, cinéaste. Là, je me dis, y a-tu de quoi de plus beau de revenir au bike? Tu sais, surtout là, à un moment que j'ai des choses à raconter. Là, j'ai quand même pas mal d'histoires à raconter. Pendant une période, je donnais énormément de conférences, puis à un moment donné, j'ai arrêté d'en faire. J'étais comme, je veux vivre mes affaires à la place. Tu sais, ouais, c'est ça. Mais là, je suis rendu, OK, là, je pense qu'on a assez de stock là, pour en revenir à tout ça. Fait que c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui puis qu'on se parle. Tu t'es-tu déjà demandé pourquoi on continue à faire du sport comme ça puis à se faire souffrir sur le vélo ou en triathlon? C'est la question qu'on se pose au podcast Jamais assez. On se demande pourquoi ce besoin-là de se dépasser, pourquoi on n'en a jamais assez et pourquoi des fois, c'est juste assez puis on a du plaisir alors que d'autres, on est dans l'obsessionnel puis on n'arrête pas puis on pense qu'il n'y a pas de fin à tous ces chiffres-là par Strava, par les watts. C'est les grandes questions de fond qui animent nos discussions au podcast Jamais assez. Donc, abonne-toi sur Apple Podcasts, Spotify et YouTube. En 2025, on se retrouve à chaque semaine. Puis si tu as le temps, partage-le avec tes amis. Écoute, moi, je sais juste pas tellement. Je te disais comme
il y a tellement d'histoires de bike, tu sais, comme quand on pense au cross, au trial, là maintenant les ultra-distances. Je pense qu'on va se garder le bout ultra-distance un petit peu plus pour plus tard parce que c'est un peu, je pense, le core du truc, puis c'est un peu comment dire, l'étape à laquelle... le sentiment d'urgence de vouloir faire un ultra-distance en vieillissant, tout ça, on va y venir, puis ça rejoint beaucoup, je pense, les gens. C'est vraiment important, mais le début, moi, je veux juste savoir à quel âge tu avais ta caméra, puis que... Parce que là, tu dis ça fait 27 ans, fait que tu as commencé à faire de la photo, genre, tu avais 13 ans. 12-13 ans, ouais. OK. Ouais. Puis là, t'avais quoi comme... C'est quoi tu filmais? Genre, OK, man. parce que, tu sais, je veux dire, t'étais sur le bike. Fait que c'est quoi, tu disais à tes chums de tenir la caméra? Oui, fait dans le fond, écoute, je peux pas tout te raconter, mais juste pour te dire comment... Tu sais, je crois que tout est possible dans la vie. Moi, j'ai payé mon premier vélo en ramassant des canettes dans des poubelles. Vrai, tu m'avais dit ça. Je me suis acheté mon premier odomètre, tu sais, avec des canettes. J'ai acheté des tailleurs chez Canadian Tire avec des canettes. Puis, je payais mes inscriptions pour aller à des compés au Mont-Sainte-Anne avec mon argent à moi que je ramassais des canettes avant de travailler dans des shops de bike. Je passais aussi des journaux en vélo avec ce même vélo-là. Et quand j'ai commencé à travailler dans des shops de bike, je faisais un petit peu plus d'argent. Mais là, pour te donner une idée un petit peu comment c'est débile, puis c'est pour ça que mes enfants ils sont rendus assez vieux pour comprendre, là, je leur dis, écoute, papa, là, il habitait à Saint-Romuald. Là, je partais de Saint-Romuald au Mont-Sainte-Anne en bike, faire ma compé de cross, puis je revenais chez nous le soir, ou j'allais chez des amis à Château-Richer à 13, 14, 15 ans, tout seul. Là, pour les gens qui sont hors Québec, il faut juste qu'on donne un genre de distance. Mais aussi, peut-être, les gens, ça, c'est plus difficile à réaliser à quel point il n'y a pas de chemin qui n'est pas genre sur une autoroute pour y aller. On se dit-tu un genre de 100 km peut-être aller-retour, plus faire ta compé, plus payer tes affaires toi-même, plus réparer ton bike toi-même. Tu sais, c'est vraiment, j'ai développé cette indépendance-là, puis cette de te débrouiller toute seule, là, vraiment de la débrouillardise, là, c'est là que je l'ai développé, c'est certain. Et tout ça pour dire comment j'ai commencé la photo, ben, c'est mon oncle qui tripait sa photo, qui m'a prêté un appareil photo qui était un stylo, comme un jouet pour enfants, qui prenait des photos 320 par 240. Regarde, tu fais une face, t'as peut-être déjà vu ça. Non, je sais c'est quoi, là. J'ai déjà vu ça. Là. Et c'est là que j'ai eu ça. J'ai commencé à prendre des photos de mes amis, genre des petites photos de gros en même, puis le monde, il me disait, sont vraiment bonnes, tes shots. Puis c'est là qu'à un moment donné, j'ai économisé assez d'argent en travaillant dans une shop de bike pour m'acheter ma première caméra. Puis j'avais un chum à l'époque, lui, il était très bon avec les ordinateurs. C'est là qu'on a été capable de hacker comme des logiciels de montage vidéo, puis on a pris la caméra de son père qu'il avait en mini DV, puis on a commencé à se filmer, on a commencé à prendre des photos, et j'ai tout improvisé, j'ai tout appris par moi-même, il n'y a jamais personne, tu sais, je suis complètement autodidacte du début jusqu'à la fin. J'ai toujours eu ce désir-là d'apprendre et je suis intéressé de tout. Et c'est vraiment une histoire complètement capotée. Mais tu sais, à chaque fois que j'avais un petit peu plus d'argent, j'achetais une meilleure caméra. On achetait des disques durs avec le premier film qu'on a vendu. On vendait ça en DVD. Et là, on prenait l'argent, on achetait un disque dur pour avoir un petit peu plus d'espace, puis on continuait. Puis ça a vraiment créé un mouvement incroyable. Les gens, il y a des gens encore, je m'en vais au Vélérium, ben, tu sais, à Coupe du Monde. Il y a du monde qui m'arrête et me disent, Gab, là, le trial, ça a changé ma vie. Merci de tout ce que tu as fait. Ça, là, c'est the best. Ça, là, c'est incroyable. Puis c'est là que tu te rends compte que les films qu'on faisait puis la communauté qu'on a créée, ça a vraiment changé des vies. Mais tout est parti de là. Fait que puis après ça, j'ai fait un film qui s'appelle Method. Ça a été vraiment un tremplin dans ma carrière. C'est un film qu'on a filmé d'Halifax à Vancouver. Puis imagine-toi à 16 ans, tu sais, j'avais pris de l'argent que j'avais travaillé sur la construction. J'étais charpentier menuisier à 16 ans. J'allais sur les chantiers en bike, encore une fois. Et j'ai pris l'argent pour m'acheter un billet d'avion pour voyager avec quelqu'un, un de mes mentors à l'époque, qui est encore un ami à moi. Puis on a fait le tour du Canada. On a fait un film qui s'appelle Method, qui était notre premier film. On a présenté ça à une compagnie de distribution à Toronto. Ils ont tellement aimé ça qu'ils ont dit on va le distribuer partout dans le monde. T'sais. Puis ça m'a permis d'avoir assez d'argent pour aller au cégep en multimédia au Collège Mérisy. C'est là que j'ai rencontré des professeurs extraordinaires, des collègues extraordinaires, des amis qui sont encore mes amis aujourd'hui. Puis c'est là que
j'étais entouré des gens qui trippent ces mêmes affaires que moi. Puis là, c'était parti. Puis je peux te raconter que c'est comme ça que j'ai rencontré ma blonde. Puis maintenant que mes enfants sont là, mais tout est parti du bike. Parlant de... Justement, tu sais, tantôt, tu disais que quand tu racontais ça à tes enfants, puis j'avais vraiment le goût de te poser la question comment ils reçoivent ça quand tu leur racontes ça, là, tu sais? Cette espèce de grind-là. Là. Les tiens, ils ont quel âge? Ma plus vieille, elle a 9. OK. Toi, ton plus jeune a 9. 9 et 10. 9 et 10. Fait que je suis sûr que tu vas comprendre. Je pense qu'ils commencent juste à comprendre depuis peut-être un ou 2 ans. Mm-hmm. Puis je pense que c'est en se comparant avec d'autres familles, en voyant des choses aller, en voyant ce que j'ai fait ou en écoutant les films ou les documentaires que j'ai faits. Là, ils écoutent ça, puis là, ils font OK. Là, ils commencent à catcher. Et dernièrement, là, je reviens de l'Europe avec mon garçon pour aller faire une aventure extraordinaire, mais on a beaucoup pleuré dans ce voyage-là parce qu'à 8 ans, il commençait à comprendre, puis il a commencé à comprendre que papa, il est comme ça à cause de tout ça. Mm-hmm. Et là, c'était des beaux moments de connexion père-fils que là, il commence. J'arrêtais pas. Ça fait 10 ans, je leur dis, vous allez comprendre un jour. Vous allez comprendre un jour, vous allez comprendre ton intensité? Ou quand je leur dis des conseils de vie. Ouais. Je leur dis, écoute, papa, man, fais-moi confiance. Si tu fais ça, tu vas réussir dans la vie, mais vous allez comprendre un jour parce que, ils se pensent, tous les enfants, puis c'est normal, ils challengent leurs parents, puis ils pensent qu'ils sont plus intelligents que nous autres, ils ont plus d'expérience, peut-être que tu vas comprendre ce que je veux dire. Et je leur dis, un jour, tu vas comprendre. Mais là, je pense que là, à l'âge qu'ils ont là, tout le travail qu'on a fait avec eux a payé parce que là, ils comprennent, puis ils ont des valeurs fondamentales que je trouve fantastiques. Là, c'est beau à voir aller, puis ils respectent qu'est-ce que moi j'ai fait, d'où est-ce que je viens. Mais j'ai pris la peine de leur expliquer des aventures. Je leur ai expliqué où est-ce que papa y habitait quand j'étais tout jeune. Je leur ai montré l'appartement. Je leur ai montré où est-ce que j'allais m'amuser dans le bois. Je leur ai montré tout ça. Ils comprennent. Ils comprennent. Puis je leur montre, si papa a réussi, man, t'es capable. Surtout avec les moyens qu'ils ont maintenant, ils ont plus de ressources que moi. Fait que c'est pas une pression que je leur donne, mais je leur dis, tu sais, des fois, je leur dis, vous me ferez pas pleurer, tu sais. Finalement, ils te font pleurer. Ils me font pleurer sur certaines affaires, mais ils vont pas me faire pleurer. Je comprends ce que tu veux dire. C'est dur, là. Tu sais, la vie est tough. Fait que je fais un ballon entre je veux qu'ils grind, mais ils l'auront pas aussi tough que moi, mais je veux qu'ils grind pour avoir le feu à l'intérieur d'eux. T'avais-tu peur qu'ils te comprennent pas? Ben oui, c'est comme, tu sais, le classique de l'enfant qui se rebelle contre les parents et qui veut être complètement le contraire. Moi, ça a été ça un petit peu mon début, c'est que mes parents, ils ont peur de tout. Fait que je les adore, je veux dire, je les aime, mais on est complètement différents. Fait qu'eux autres, ils ont essayé de me faire peur sur tout, ils ont encore peur de tout. Écoute, je vous aime, là, mais écoutez, mais moi, ce que ça a fait à l'intérieur de moi, c'est que ça a fait complètement le contraire. Fait que j'ai essayé de ne pas être comme mes parents, de ne pas vivre la même vie, de ne pas avoir peur de tout, de dire, pourquoi ils n'arrêtent pas de dire que tout est dangereux, puis let's find out. Puis ça a été ça un petit peu le mantra de let's find out. Je vais le découvrir par moi-même si c'est si épeurant que ça, la vie, là. Let's go. Tu t'es rendu compte que ça pouvait pas trop mal aller, même quand ça allait mal. Non. C'est-tu pour ça que tu te mets dans le pétrin comme ça en faisant des ultra-distances? On en reviendra tantôt à poser cette question-là, j'imagine. L'ultra-distance, man, c'est comme l'apogée. Tu sais, quand du pétrin. Ouais, c'est l'apogée d'être colon, puis de te pitcher dans la marde, puis de vouloir souffrir. Tu sais, c'est l'apogée, tout ça. Tu sais, quand les gens me disent comment tu fais pour faire, mettons, une course de 4300 km, 4500 km comme le Tour de Vite. Tu as reçu du monde qui en ont parlé ici, là, Marie-Soleil. Écoute, c'est que c'est une progression naturelle. Tu sais, j'ai fait des affaires avant ça, mais là, à un moment donné, tu te rends compte que tu veux faire de quoi de pire en pire. Mais oui, ça attire un certain type de personnes. Tout le monde qui est là, ils sont un peu particuliers de la bonne façon. On est tous différents, mais on est tous... Ça attire un certain type de crowd, là. C'est certain, là. On y revient tantôt. On va closer comme le début là, de tes racines. Là, j'ai un portrait beaucoup plus clair. C'est très généreux. Merci de m'avoir mis à jour sur ça. Quand tu te lances dans le vélo, tu sais, en tout cas, je pense que pour plusieurs, le vélo, c'est genre le sentiment de liberté ultime. Là. En tout cas, ceux qui nous écoutent, ça doit être parce qu'ils partagent cette émotion-là sur un vélo. Mais moi, j'avais une question par rapport au fait que, tu sais, quand on est pionnier comme ça, le mantra de « Let's find out », tout ça que tu m'as dit, tu sais, il y a quelque chose dans être au début de la vague comme ça,
tu sais, le nom de la personne, Lee, là, le nom de famille, Lee. Ryan Leach. Ryan Lee. Leach? Leach. Leach, excuse-moi. Je suis pas à jour sur mon mountain bike. Mais je suis pas... No stress, no stress, Tu me mettras à jour. No stress. Ma question, c'est que, tu sais, quand tu te retrouves comme ça au début de la vague, de tout sortir toi-même, alors que, tu sais, t'as pas... c'est qui t'inspire quand tu es au début de la vague comme ça? Comment tu fais pour... Tu sais, c'est quoi ton processus pour valider que, justement, tu as du retour des gens? Tu sais, parce que tu es au début de la vague. Des fois, ça peut être un challenge de, justement... Tu fais ça, puis c'est quoi le retour? Qu'est-ce qui fait que tu continues? Parce que t'es comme... Quand on est pionnier, c'est des up and down, parce que des fois, tu as de la validation, mais des fois, tu as un méchant la traversée du désert. Là, genre, Hey, j'adore ça, j'adore tes questions, man. J'ai jamais parlé de ça, mais je pense que ça m'a défini en tant que personne. J'ai tout le temps été un trendsetter, un peu. Tu sais, le genre de early adopter, tu sais, le gars qui a acheté l'iPhone avant tout le monde, ou, tu sais, comme là, le bikepacking... Ça fait longtemps que j'en fais, là, ça commence à être trendy, mais j'étais comme, tu sais, la peau de phoque ou l'escalade, tu sais, j'ai commencé comme vraiment avant que ça devienne populaire. Fait j'ai souvent été comme le gars, comme, ah non, je m'en fous si les autres en font, même je trouve ça cool d'être tout seul à le faire. Puis dans le temps, le vélo montagne, c'était vraiment pas cool, hein? OK, bon, tu me comprends. On est dans les mêmes âges, là, je pense un peu. Fait avant d'aller au Mont-Saint-Anne en Dormel... Écoute, j'allais au secondaire en vélo de route avec mon cuissard, je me faisais pitcher des pommes. Man. Écoute, un cuissard, moi, tout, j'en mettais, puis le monde te regardait comme un alien, right? Et j'allais faire du downhill au Mont-Saint-Anne, il n'y avait personne dans le parking. C'était pas cool. C'était pas comme cool. Alors, je le faisais, je pense, selon moi, pour les bonnes raisons. Je le faisais pour moi. En fait, je le faisais pour moi. Puis, ce que ça a fait, c'est que, tu sais, au début, oui, t'es tout seul, mais tu rencontres des weirdos comme toi. Puis... tu trouves tes weirdos à toi, genre. Puis, ils sont encore dans mes meilleurs amis aujourd'hui. Puis, c'est ça le plus beau cadeau. Puis, pourquoi je continue à faire ça, c'est que je rencontre du monde. Tu sais, comme je disais, ça prend un certain type de personnes qui font ça. Je suis un gars très intense dans la vie. Ça ne fit pas avec tout le monde. Mais dans ces affaires-là, je me fais des amitiés de même qui durent toute une vie. C'est incroyable. Fait que j'ai créé ma propre crowd. Dans le fond, j'ai créé ma propre... Elle n'existait pas, fait que je l'ai faite. Mais c'est fou comment, tu sais, il y avait des événements précurseurs dans le temps. Tu as sûrement déjà entendu, tu sais, le Raid Pierre Harvey. Bon, c'était à cette époque-là. Fait que, tu sais, maintenant, quand je regarde ça, je faisais ça à 17 ans. Écoute, tu te dis, ben dans le fond, de faire de l'ultra, je l'avais déjà à l'intérieur de moi. C'est juste que là, il y a une scène, il y a des courses organisées, il y a du meilleur gear. Mais dans le temps, on le faisait, puis on n'en parlait pas. Puis moi, j'explorais. J'allais partout en vélo. J'étais sur la Rive-Sud de Québec, mais j'allais chez mes chums à Saint-Augustin. J'allais à l'école à Saint-Augustin. J'allais là le matin en vélo. Pour te donner une idée, je partais de Saint-Romuald, j'allais à Saint-Augustin en bike à tous les matins. Je revenais le soir avec mon sac à dos sur le dos. Ça n'a aucun bon... Tu sais, l'hiver, là, tu sais, je disais à ma blonde, elle traverse le pont de Québec, l'autre jour, je suis comme, là, avant, il n'y avait pas de garde, ça. Non. Et tu faisais splasher par les chars, tu sais, puis je le faisais, c'était malade. C'est dans mes plus beaux souvenirs. C'est la liberté. J'avais pas de char. J'ai juste eu mon permis de conduire à 21 ans. Fait, j'allais partout en bike. C'est ça qui m'a peut-être fait la forme que j'ai aujourd'hui, ou du moins ma base. Je suis pas mal sûr que c'est là que ça s'est passé, c'est clair. Puis le mental. Oui, c'est sûr. Man. C'est clair. C'était capable de faire du bike à Québec il y a 25 ans, là, n'importe quand. On dirait, man, que après ça, c'est des vacances. Ah oui, t'as tellement raison. C'est sûr que c'est difficile à comprendre pour ceux qui viennent pas de Québec, qui n'ont pas circulé à Québec. Là, moi, j'étais à l'université de 2008 à 2013, puis c'était encore le bordel à Québec. Là. Tu faisais du vélo l'hiver, man. Oui, puis l'équipement, man. Aujourd'hui, là, je suis comme... Puis ça m'a changé mes perspectives. Parce que quand j'ai commencé l'enduro, c'est ça que j'explique au monde, c'est moi, là, en trial, je sautais des drops de 12 pieds, mettons, tu sais, un arrêt d'autobus, sur le flat, en béton, pas de suspension, pas de selle. Puis j'ai commencé à faire des lignes que personne n'essayait. J'ai développé mon style. Fait que là, j'essayais des lignes dans le Vieux-Québec puis que personne n'avait essayé encore, mais c'était totalement pas sécuritaire. Là, clairement pas. Mais ma vision de la sécurité puis de gérer ma peur, c'est là que ça s'est passé. Quand les bikes ils ont tombé à 170 mm de débattement avec des droppers, puis là, on commence à faire des pistes d'enduro, des jumps, des drops. Moi, j'étais comme, man, c'est totalement sécuritaire, ce sport.
Walk in the park! Non, mais tu sais, ça te change les perspectives, mais surtout le gear aussi. Le fait d'avoir ridé avec des bikes totalement pas adaptés, ça l'a. Maintenant, aujourd'hui, je chiale pas trop sur le gear. Là, oui, j'ai accès à plus de matériel, mais donne-moi n'importe quel bike. C'est ça, je dis à Primo, des fois, je leur dis, donne-moi n'importe quel bike, man. Je vais faire avec. Aucun problème avec ça. C'est quoi tes bikes de trial que tu as eu au début? C'est ça, c'était un Norco. Un Norco Evolve à l'époque que Ryan Leach avait designé avec l'équipe. Fait que c'était un bike qui était en aluminium. Puis après ça a été Planetic. C'est pas la shop qu'on connaît aujourd'hui. C'était une compagnie du UK qui m'avait fait des frames. Toutes mes frames étaient pratiquement faites sur mesure. Chez Simtra, ils m'avaient fait aussi un frame qui était vraiment adapté à moi. Mais c'était vraiment du custom. T'as pas plus un sport. C'est comme la Formule 1 un peu. Là. C'est vraiment, vraiment custom. On est tous un peu différents. J'ai développé mon style. Fait que j'avais vraiment un bike vraiment pour moi. Là. Comment on fait pour décrire ça dans un podcast à l'audio? Ça ressemble à quoi un bike de c'est trial? vrai, on n'a rien dit de ça. Ben non, ben non. Pour ceux-là qui ne savent pas c'est quoi le trial, j'assume, c'est surmonter des obstacles à vélo. Ouais. Alors maintenant, on appelle ça, un moment donné, on appelait ça de l'assaut urbain, mais c'est sûr qu'on a mélangé ça comme un style un petit peu plus BMX en ville. Mais moi, c'était vraiment du surmontage d'obstacles à vélo. Fait que c'est de rouler sur des choses super minces, c'est de sauter d'une plateforme à une autre, de vraiment sauter d'une roue en arrière à une roue en arrière quelque part, roue d'en avant, vraiment manœuvrer le vélo de toutes les façons possibles. Tu danses sur ton vélo un peu pour surmonter les obstacles. Écoute, c'est un sport très particulier, là. Puis aujourd'hui, je peux plus en faire comme avant parce que c'est très demandant sur le corps. Ouais, hein, c'est ça, c'est-tu... Oh my God! C'est là que tu te rends compte que, tu sais... Avoir 20 ans, c'est hot. Je vais continuer à en faire pour des démos dans les écoles puis raconter mon histoire, mais pas pour performer. C'est too much. C'est too much. Mon dos, j'ai des petites blessures aussi. Il faut faire attention. Si on veut imager, là, pour les gens qui nous écoutent, le bike, il ressemble à quoi? C'est vraiment genre deux roues avec un genre de... Il y a deux roues puis un tube entre super bas. Il n'y a pas de selle. Il y a des pédales. Il y a des pédales, puis c'est le bike le plus basic que tu peux avoir, mais tu es capable de manœuvrer. Tu es capable de manœuvrer autour. Là. Fait que c'est vraiment ça l'idée. Fait que trial. C'est quoi le move, le premier move que tu as appris à faire? Oh my God, je m'en souviens encore. Le déclic, ça a été vraiment, OK, quand j'ai commencé à monter sur ma roue d'en arrière. Être capable de te tenir sur ta roue. Puis me tenir sur ma roue d'en arrière, puis juste sautiller, tu sais. Puis après ça a été, tu sais, juste ce que je montre dans les écoles quand je fais des démos, c'est, je leur montre comment, tu sais, faire du surplace. Fait, tu sais, vraiment se tenir. Puis je leur explique. Tu sais, j'ai fait du surplace pendant des dizaines d'heures là, chez nous. Oui. Puis même à l'intérieur de l'appartement, là, dans ma chambre, tu sais, puis vraiment développer cet équilibre-là. Tu sais, tu peux le faire avec même pas les mains. Là, tu sais, je le tiens juste avec ma selle, une main, tu sais, du wheelie à juste une main. Tu deviens un avec ton vélo, là, clairement. Puis quand j'ai commencé à faire de la descente puis de l'enduro, tu comprendras que ça te donne un certain avantage, surtout quand tu considères que maintenant, toutes les pistes les plus difficiles deviennent de plus en plus techniques. Technique égale manœuvrer à basse vitesse. Manœuvrer à basse vitesse, ça ressemble pas mal à du trial, man. Ouais, fait que c'est clair que des fois, je fais des petits moves devant mes amis, là, puis ils font « Ah, c'est pris le gars de trial. » Ouais, c'est ça. Fait que ça m'a vraiment... Ils n'ont pas fait leur 10 000 heures comme toi sur place. Mais ça m'a donné une confiance. Tu sais, c'est comme n'importe qui. C'est comme ma blonde a fait du patin artistique. Elle, sur une patinoire, et tu sais, j'ai de l'air de... Ouais. Fait que moi, c'est mon vélo. On ne fait qu'un avec le vélo. On passe à la partie vie et l'ultra-distance. Ouais. Comment qu'on transitionne de trial, mountain bike? Là, Mané, tu as des enfants là-dedans. On va y aller avec une question jeunes enfants, là, pour épauler... Il faut qu'on en parle. Épauler les... Le monde se dise, dude, comment? Ouais? Vas-y. Qu'est-ce que tu réponds à cette question-là? Comment, man? Comment? Ben, c'est ça. Dans mon désir en ce moment d'en parler, je veux justement montrer l'exemple d'un gars. Tu sais, j'ai plusieurs entreprises. Ma blonde, elle a une grosse job. Les deux kids, ils font leurs affaires. On essaie de naviguer là-dedans. Mais je pense que la règle numéro 1 pour moi, là, puis c'est très personnel, le fait d'avoir choisi une partenaire qui comprend ce que je fais, qui fait du sport aussi, que ça fait partie de nos valeurs familiales, ben ça fait qu'on fait des compromis et elle comprend que moi, ça me rend heureux. Puis elle comprend que quand je reviens, mes gars, ils le savent aussi. On a eu ces conversations-là. Papa, de s'éloigner, on se rapproche, là, puis ils le savent.
Puis je leur dis, gars, je pars, mais après ça, vous allez avoir du super bon temps juste avec votre mère. Puis des fois, c'est elle qui part, puis le contraire se fait. Mais je pense que la règle numéro 1, pour moi, ça a été vraiment de choisir la partenaire qui comprenait ce que je voulais faire. Puis quand on a commencé à sortir ensemble, je montais déjà des montagnes, je faisais de l'alpinisme. Elle m'a appuyé dans tous mes projets. Fait que quand on a eu des enfants, c'était juste la continuité de ça. C'était clair. Puis quand on a eu nos kids, on a fondé le blog et le YouTube channel La famille, c'est du sport. Ça dit ce que ça dit. Fait qu'on s'est dit, on va inclure un petit peu nos aventures familiales là-dedans sans monétiser les enfants. Ils n'ont quasiment jamais apparu dans les vidéos. C'était vraiment juste pour montrer que ça se faisait. Puis ma blonde, on a des images d'elle, elle est tellement extraordinaire. Mon premier Ironman était enceinte de Jake, de mon plus jeune, en bike, avec la grosse bédaine. Elle tirait Sean, mon plus vieux, dans le chariot en arrière pour que moi je cours. Fait que je courais, elle me suivait en bike avec les 2 kids. Puis j'allais nager, elle m'attendait à la plage, puis elle était là au ravitaillement, puis elle a toujours été là. Fait que ça, là, ça a été vraiment de trouver la partenaire extraordinaire. Puis là, maintenant, c'est elle qui veut faire son Ironman cette année, comme je te mentionnais plus tôt. Puis je suis comme, je l'aide aussi. Fait qu'il y a cette relation-là de... On est allé courir juste hier, on est allé courir un 12-13 kilos ensemble entre elles, à moins 15. Je suis en arrière d'elle. Je la filme pour ses blogs. Je suis là avec la caméra. Je l'encourage. Je donne des conseils. On jase. Écoute, je suis là pour elle. That's it. Fait que on a cette relation-là. Puis si t'as pas ça, je trouve que j'ai des chums que, tabarouette, tu sais, de se battre contre courant dans ta propre maison, c'est tough, hein, tabarouette. Déjà que tout ça, c'est tough. Fait que la partenaire, c'est extraordinaire. Puis là, j'ai des enfants qui sont capables de me suivre. Fait que là, je disais pendant des années, tu sais, pourquoi tu passes autant de temps que tes gars puis tu les amènes partout? Ben, je disais, je forme mes partenaires. Fait que, avec mes partenaires sont là, ils sont en super shape, puis c'est beau à voir. C'est quoi les compromis? Tantôt, tu as répondu en parlant des compromis. C'est quoi les compromis que tu sais, toi puis ta partenaire, ta conjointe, vous faites des fois qui sont peut-être des compromis qui sont mal compris ou qui sont reçus... Tu veux dire en couple, là? En couple ou en famille, tu sais, parce que des fois, justement, tu quittes pour aller te faire tes propres aventures qui te font plaisir. Tu sais, ces compromis-là qui sont moins... je sais pas, qui sont peut-être reçus d'une manière qui... Non, elle connaît le personnage. Non, je parle pas de ta conjointe. Je parle, excuse-moi. Si tu penses à, justement, des compromis qui sont moins fréquents, justement, dans des compromis que vous faites là, dans votre famille, tu sais, justement, là, tu sais, le fait de prendre du temps pour aller faire le tour des Vêtements, des affaires de même, tu sais, c'est comme, c'est hors du commun, tu sais, d'entendre... c'est clair, mais non, je te dirais qu'on a vraiment trouvé une recette. Tu sais, mon gars, en fin de semaine, c'était sa compé de break à Montréal. Puis on a fait l'aller-retour juste pour sa compé de break. Tu sais, puis là, on est juste sur lui. Son truc. Là, après ça, Jake est allé voulu battre son record. J'étais là, all the way. Fait que c'est comme si tout le monde a leurs affaires, puis on s'encourage chacun de notre bord. Puis c'est pour ça que pas que je dis adieu tu sais, des podiums, pour moi, ça va être très dur, surtout dans l'ultra-endurance. Je pense qu'il faut que je sois réaliste. Moi, juste de finir moi, je me suis toujours fixé de finir dans le premier tiers. Tu sais, genre, OK, t'es comme au-dessus de la moyenne, t'es là, mais pour faire un podium dans tout ce que je fais, tu sais, ça prend des risques, ça prend du temps d'entraînement, etc. Ça, c'est la partie que je suis pas prêt à aller. Non, mais c'est un super bon filon. Ouais, je garde un bel équilibre de je m'en fous, là. Tu sais, je serais pas prêt à perdre cette belle qualité-là, de bel équilibre, pour aller chercher 10 minutes, une position. Non. Mais d'être capable de performer, d'être capable d'être compétitif, de respecter ma santé, de ne pas me blesser, surtout à nos âges. Moi, déjà, je trouve que je touche du bois puis that's it, là. Surtout quand je fais de l'enduro, on va vite. Pour vous donner une idée, en 2024, j'ai fait 9600 km de vélo montagne puis je suis jamais tombé. Jamais tombé à terre. Faut pas dire des affaires de même. Fait que 115 000 mètres de dénivelé positif. Ouais, 115 000 mètres de dénivelé positif. C'est pas le même odomètre qu'au début avec les canettes, ça? Non. Mais j'ai pas tombé. Fait que, ça, c'est plus important pour moi. Cet aspect-là de tu peux pas être à 100% tout le temps, tu peux pas descendre à 100%, tu penses à ta famille, tu penses à la globalité. Là. Faut pas que tu te blesses. Parce qu'après ça, c'est ma blonde qui paye. Tout le monde paye. Fait que j'ai ça en arrière de la tête. Fait que la santé, c'est numéro 1. Même dans un événement comme le Tour Divide ou la Silk Road qui s'en vient l'année prochaine.
priorité numéro 1, c'est la sécurité, la santé puis la longévité. Parce que sinon, je ne sers plus à rien. Tu reviens à la maison, tu deviens un légume ou tu deviens... Ça t'aide pas personne. Je garde tout le temps ça dans la tête. Ce rapport-là, justement, au podium et à la performance, je trouve ça intéressant que tu soulèves ça parce que dans tous ces excès-là qui sont un peu un miroir de notre société, là, j'ai l'impression, des fois, on peut peut-être parler de ça si t'es à l'aise. Là. Tu sais, il y a cette envie-là de vouloir pas faire de compromis sur la performance. On est dans une société de performance, d'Instagram, de fame, de grams. Puis comment on fait pour vendre aux gens que le fait, mettons, de faire... Moi, je me suis inscrit à Race Across. Je suis encore en train de me demander pourquoi je fais ça. Hey, j'avais tellement hâte de t'en parler en passant. Attends, j'ai pas fini mes questions. Mais vas-y. Je trop ta question. Vas-y. En 2025, tu as décidé de faire plus de vélo. Good job. Tu as fait plus de côtes, plus de longues sorties entre amis. Ça se peut que ton corps t'envoie des messages. C'est quoi des messages? C'est des douleurs aux genoux, des douleurs à la selle, des engourdissements dans les mains, dans les pieds, une douleur au cou ou encore pire, des douleurs à la selle ou aux parties génitales. Ça s'appelle un signal. Puis dans ce temps-là, le signal, ça dit quoi? Ça dit 450-486-3888. Tu appelles à la clinique. On va faire ton bike fit. Chez Physio Vélo, c'est pas des bike fit génériques avec tout le monde dans les mêmes angles. On prend le temps de t'évaluer. Selon tes objectifs, tes limitations fonctionnelles, on va te faire un programme adapté, des interventions spécifiques sur ton vélo, puis des exercices qui vont te permettre de profiter au maximum du temps qui reste dans la saison. Appelle-nous pour un bike fit dès maintenant. 450-486-3888. Comment on fait pour justifier que c'est pas justement de la performance de faire des affaires qui durent longtemps de même pour se faire plaisir? Hey, j'avais hâte de te parler de tout ça parce que honnêtement, mon procès... Tu sais, tout ce qu'on va discuter aujourd'hui, là, t'apprends pas ça en une semaine. C'est un travail d'une vie. Hein? Puis moi, d'avoir appris à le faire pour moi, là, ça, là, c'est... Tu sais, je le fais pour moi. Puis c'est ça que je voulais montrer à mes gars aussi. C'est fais-les pour toi, man. Fais-les pas pour personne d'autre. Fais-les pas pour la fame. Fais-les pas pour les positions. Dis-toi, c'est juste le fun de finir ça puis de te dire, j'ai tout donné, man. J'ai tout donné. Ou j'ai tout donné sans me blesser. Puis j'ai respecté les objectifs que je m'étais fixés. Au Tour de Vaille, je m'étais dit santé, profiter des paysages, me faire des amis. Puis finir, c'était genre en bas, puis garder mon point bleu, puis genre être compétitif, c'était vraiment en bas de la liste. C'est quoi le point bleu, excuse? Au Tour de Vaille, c'est pour être considéré que tu l'as fait en coursant et non pas en touring. Yeah. C'est qu'il fallait faire en moyenne 160 km par jour, 180 km par jour, ça dépend. Là. Mais dans le fond, pour être compétitif, il fallait que tu le fasses en bas de 28 jours et quelques heures, mettons. Puis en bas de ça, en haut de ça, ton point qu'on voit sur la map, sur Dot Watcher ou whatever, c'est que là, il est bleu, mais là, sinon, tu tombes blanc. Puis en blanc, tu deviens comme tu l'as fait en touring, en cyclotourisme. Si tu veux dire que tu l'as fait à la course puis que ça soit dans les archives, il fallait le faire en bas de 28 jours quelque chose. Fait que là, moi, j'ai fini en 26 jours et 4 heures, mettons. Mais je me suis fait des amis, profité des paysages, fait un film, inspiré des milliers de personnes, puis j'ai eu le best time ever. Fait que le but n'était pas juste la performance, là, c'était tout l'ensemble. Puis je pense que c'est ça qu'il faut se fixer. Il faut que tu te fixes des objectifs clairs, les raisons pourquoi tu le fais, que ça soit semi-clair parce que ça va peut-être évoluer pendant que tu le fais, puis après, puis tu vas peut-être trouver le sens de tout ça après que tu l'aies fait. Puis tout ça, c'est beau. Mais ce que je trouve beau, c'est... Avant, j'avais la mentalité qu'il y avait une raison. Il devait avoir des bonnes et mauvaises raisons de faire ça. C'est comme moi, mes raisons sont nobles. Puis le gars, puis là, je sortais en exemple, tu sais, le gars au Ironman qui finit à 4 pattes, là, il est en train de se scraper à la santé, puis ça n'a pas de bon sens. Ça, c'était la mauvaise raison, puis moi, j'ai raison, tu comprends? Puis en vieillissant, en ayant des enfants, avec des amis qui sont décédés du cancer, avec du monde qui se sont fixés des rêves qu'ils n'ont jamais atteints, des promesses qu'ils ont essayé de garder, qui n'ont pas été capables de garder. Là, j'étais au Ironman à Ottawa comme bénévole avec mes enfants puis ma blonde. Le premier Ironman à Ottawa, là, cette année, on s'est inscrit comme bénévole. Puis on s'est inscrit non seulement comme bénévole, mais ma blonde nous a inscrit au dernier le dernier ravitaillement avant l'arrivée.
Puis, c'est là que tu vois c'est là que tu vois la vraie action, là. Puis ma blonde tenait à ce qu'on soit là parce qu'elle voulait que nos enfants voient ça aussi. Puis c'est eux autres qui donnaient le coke, ils donnaient les électrolytes. Moi, j'avais mon gros caisse de sort jusqu'à 11h, le soir. Écoute, on était là toute la journée, mais c'était beau à voir j'ai pu... Peu importe la raison, man. Genre, il y a du monde, là, ils ont peut-être le cancer. Il y a peut-être du monde qui ont promis ça à leurs parents. Il y a peut-être quelqu'un qui a fumé toute sa vie puis il veut se le prouver à lui-même. S'il finit à 4 pattes, là, puis s'il veut défaire le genou à la limite, puis c'est peut-être la dernière course de sa vie, puis je pourrais te parler de ça dernièrement, ce qui est arrivé à un de mes amis. Écoute, vas-y, man. Whatever. Puis c'était hot pour un gars qui a vécu plein de moments dark puis de pas facile dans ma vie. J'étais tellement content d'être là puis juste d'aller leur taper dans le dos puis de leur faire comprendre que je comprenais, genre. Puis je leur donnais des petits conseils. Je leur disais, je te file, man, moi, je ferais ça, tu sais. Puis là, ils sont repartis puis je trouvais ça hot à tabarouette. Mais j'ai plus de... Il n'y en a pas de bonnes et mauvaises raisons, man. C'est vraiment toi qui décides. Mais je pense que la base, c'est fais-les pour toi, man. Fais-les pour toi. Puis c'est ça, je dis à mes gars, force-toi pour ton devoir. Moi, j'en ai rien à foutre. Ton devoir, là, fais-les pour toi, man. C'est tes notes, c'est ta vie, c'est tes affaires. À partir de quel âge qu'on dit ça, là? Moi, je leur dis ça depuis très longtemps, là. Non, je t'ai dit, man, c'est fais-les pour toi. Puis depuis ce temps-là, mon gars, tu sais, Jake, il s'entraîne, là, il est dans un club de triathlon. Écoute, il se lève le matin, il s'en va faire son Zwift, il se couche le soir, il fait du Zwift, man. Puis moi, j'ai dit, fais-les pour toi, man. Il fait pour lui, il le fait parce qu'il y a du fun. C'est ça que je trouve. Il fait pour le Neon Bike. Il veut un Neon Bike, moi, je pense. J'y souhaite. On pourrait faire un segway là-dessus, mais mon gars, il est tellement léger que, dans le fond, la limite de poids, et il peut pas se rendre à son poids. Il est genre 20 kilos de plus selon les stats. Fait qu'il va tellement lentement. Fait que le seul bike qu'il prend, c'est celui-là à main comme ça parce que c'est celui-là qui avance le plus vite pour qu'est-ce qu'il est capable de pousser. Il essaie de suivre les adultes pareil. Il se défonce. Puis j'ai le goût d'écrire à Zwift pour dire, guys, man, ça marche pas, là. Genre, c'est combien le poids minimum qu'il faut que tu rentres? Je pense que c'est 30. C'est-tu 38 kilos? Ah ouais, c'est quand même... Ouais, quand même. Un enfant, ça prend du temps, hein, qui pèse 38 kilos des fois. En tout cas, tout ça pour dire, pour petit, je vais faire une vidéo, je vais envoyer ça à Zwift juste pour leur dire, guys, il faut que vous changez ça parce que ça marche pas. Mais tout ça pour dire, le CEO, il est full reachable sur Instagram. Tu peux y envoyer un truc. Ça va faire plaisir. Une autre histoire. Mais tout ça pour dire, c'est ça, il faut que tu le fasses pour toi, man. C'est ça. J'avais tellement hâte de venir ici puis juste te dire ça. Tu voulais me dire ça? Je sais que c'est con, mais c'est genre, fais-les pour toi. Puis après ça, les raisons que tu vas donner à tout ça, ça t'appartient, man. Mm-hmm. Puis il n'y en a pas de mauvaise bonne. Il n'y a pas d'histoire d'essayer de trouver la bonne raison. C'est whatever. Non, mais je pense qu'il y a ça quand même là, dans cette. Une des affaires que j'avais pas planifiées, mais qu'on pourrait vraiment parler aussi, c'est la démocratisation des moyens de production. Ben toi, on va se le dire, tu as poussé un peu dans le sens que tu étais capable de te démerder avec un mini DV. Là. Maintenant, c'est correct qu'on a des iPhones. Maintenant, il n'y a pas d'excuses. C'est ça, maintenant, tu n'as pas vraiment d'excuses par rapport à ça. Mais tu sais, il y a ça dans c'est ça, la démocratisation des moyens de production. C'est-à-dire que maintenant, tu sais, on peut mettre en scène, on peut filmer, on peut faire... Puis j'ai l'impression qu'il y a aussi cet enjeu-là de devoir justifier des raisons plus nobles. Ouais. Mais tout ça, souvent, c'est pour les autres. Pourquoi tu sais? Non, je sais, mais c'est juste que de se retrouver dans cet océan de contenu que les gens vont pouvoir consommer des fois pour s'inspirer ou pour se... Ouais. Là, après ça, c'est difficile de se concentrer sur ce que nous, on veut. Parce que, tu sais, finalement, c'est pas en checkant sur YouTube que tu vas trouver ça, là, nécessairement. Tu peux trouver des idées, mais c'est comme un peu challengeant de... En tout cas, mais c'est un bon point. C'est parce que j'ai comme l'impression qu'il y a vraiment une tendance, puis comme tu l'as dit, toi, tu l'as réalisé là, peut-être en vieillissant, mais tu sais, il n'y a pas de compétition là, pour savoir si ta raison est-tu meilleure que la mienne. Là. Non, c'est ça. Puis j'ai pensé, écoute, tu as écouté mon film sur le Tour de Vide. J'ai essayé de répondre à cette question-là du pourquoi, là. Mm-hmm. Mais c'est sûr que tu penses à ça. Écoute, j'ai pédalé pendant 1 mois. C'est sûr que tu penses à ça. T'es comme, pourquoi je fais ça, man? Pourquoi je suis encore ici? Ça n'a aucun bon sens. Mais à la fin de la journée, toutes les raisons sont valables. Peu importe
peu importe c'est quoi, mais moi, j'en ai plusieurs. Là, ça, tu t'es noté ça? Hey, C'est man, ça que ça, tu veux c'est me mes notes pour le podcast aujourd'hui. Là. C'est à l'infini, mais j'attendais tes questions. Vas-y, Sinon, je te dis, je peux parler de ça toute la Ben non, journée. mais vas-y, fais-moi un segue peut-être avec dans tes notes sur le pourquoi, le pourquoi peut-être qui est le plus arrimé avec le Gab là, d'aujourd'hui qui est au podcast. Mon pourquoi il a évolué à travers le temps. Hein? Tu sais, puis dernièrement, j'ai réalisé que avant, c'est clair que je voulais me prouver à moi-même, je suis capable. C'est clair que je voulais sortir de ma zone de confort. Quand est-ce que ça arrête, ça? Quand est-ce que tu as fait OK? C'est bon. Ben là, man, j'ai vécu des émotions. C'est que après le Tour de Divide, c'était comme dans mon film, c'est ça que j'ai essayé d'expliquer. J'ai commencé avec le trial, qui est comme surmonter les obstacles à vélo, la Formule 1 du vélo, à l'ultracyclisme. Fait que pour moi, c'était de conclure le livre de ma vie du vélo avant que ce soit trop tard. Tu sais, que si j'ai un accident de char, si je perds la faculté de pouvoir marcher, j'avais un sentiment d'urgence à accomplir ce que je voulais dans ma vie. Puis ça, c'est venu de... J'ai été exposé à perdre des gens, à la perte de gens importants dans ma vie étant très jeune. J'ai perdu un de mes chums à 15 ans du cancer. J'ai perdu un des meilleurs amis de mon père. Il m'a donné un livre sur le vélo. Puis juste après, il s'est suicidé, tu sais, quand j'avais 18 ans, mettons. Puis après ça, j'ai eu du monde qui ont été malades, des cancers. Mon père, en ce moment, pendant qu'on se parle, en ce moment-là, mon père rentre à l'hôpital depuis une semaine. Là. Dans le fond, il y a le Parkinson, des problèmes de santé. J'ai passé une journée et demie à l'hôpital avec lui pour parler pendant que sa tête est encore là. J'ai été exposé à ça, tu sais, des problèmes de santé et tout. Fait que pendant longtemps, ça a été l'urgence de vivre une vie extraordinaire. Alors, je voulais vivre la vie la plus débile mentale possible que je m'étais juré de faire quand j'étais jeune. Et ça m'a amené à des endroits extraordinaires. Fait que pendant longtemps, c'était de prouver à moi-même qui est parti de rien jusqu'où je peux me rendre. C'est mon fameux potentiel, il est où? Et pendant des années, c'était pour me prouver à moi qu'est-ce que je suis capable de faire. Puis après avoir fait le Tour de Divide, en arrivant à la fin en santé, puis en arrivant à Antelope Wells, pour ceux-là qui ne connaissent pas le Tour de Divide, c'est qu'on part de Banff jusqu'à la frontière du Mexique. 4500 km, 60 000 mètres de dénivelé positif. Et, excusez-moi, après 26 jours de pédalage, j'arrive à la frontière, puis tu m'aurais dit là, que la gate était ouverte, puis j'aurais continué. Et j'aurais continué, ou tu m'aurais dit, revire-toi de bord, retourne au Québec, je l'aurais fait. Fait que cette quête-là du potentiel puis de la limite, je me dis, j'ai compris qu'il n'y en avait pas de limite. Fait que tu te dis, est-ce que je refais le Tour de Divide puis je le fais sur un vélo de route? Je le fais en unicycle. Je le fais en 15 jours. Je le fais, puis là, c'est là que je disais sur Facebook, je blaguais avec du monde, je leur disais, il y a quelqu'un à un moment donné qui va l'essayer en retenant sa respiration. Tu sais, genre, il n'y a pas de limite. Fait que là, je me suis dit, il me reste de moins en moins de temps. Fait que là, c'est là que j'ai eu un chiffre dans ma vie après le Tour de Divide. J'ai accompli tout ce que je voulais en vélo. J'ai performé dans toutes les sphères du vélo. Là, je suis rendu au point de redonner. Et c'est là que j'ai bien plus de fun à aider ma blonde à faire son Ironman, à suivre mon gars dans son record du GR20, à suivre mon ami qui a fait son Ironman à Ottawa, que je l'ai aidé à s'entraîner. J'ai été là à faire un demi-Ironman avec lui. J'étais en arrière de lui pour l'entraînement. J'ai bien plus de fun à faire ça maintenant parce que j'ai plus rien à me prouver à moi-même. Je ne sais pas si ça fait du sens, là, mais je suis rendu là. Je pense que c'est l'âge qui fait ça. Les enfants m'ont changé. Puis récemment, j'ai vécu un événement en Corse puis dans la dernière semaine qui a complètement confirmé tout ça. Avec ton garçon? Oui. Tu t'en parlais? Brièvement, je sais que c'était un podcast de bike. C'est un podcast de tout, man. C'est un podcast de se dépasser, man. Non, c'est un podcast de pourquoi. Écoute, ça fait bizarre à dire à du monde que tu leur dis, hey, t'étais où les semaines, tu sais, des dernières semaines. C'est correct, moi, je t'ai dit que j'ai enseigné en France. Là, oui, c'est ça. C'est correct. Quand t'écris ça par courrier, j'en viens de la France et tout. Là, le monde, il me dit, hey, qu'est-ce que t'as fait cet été? Puis là, t'es comme, je reviens de la Corse parce que mon gars, il est allé battre le record du monde du plus jeune à faire le trek le plus dur au monde, tu sais, le GR20. Et ça a été un moment vraiment important dans ma vie de vivre ça avec lui, mais d'être en arrière de lui, là,
puis de vivre ça avec lui, puis de pousser, tu sais, d'assister quelqu'un à se dépasser comme ça. Puis en plus, turns out que c'est mon gars. Ça a été extraordinaire. Puis qu'est-ce qui est personnel, puis ce qui est arrivé entre-temps, c'est quand j'avais fait le GR20 en 2018, je l'avais déjà fait le GR20 avant. Je l'avais fait avec un de mes meilleurs amis, Daniel. À l'époque, il avait 63 ans. On l'a fait ensemble. Puis moi, à l'époque, j'avais 31 ans et demi. C'était un moment dans notre vie. On a été amis ensemble pendant 30 ans. Et c'était un moment de notre vie qu'on avait exactement... Le double. Et voilà. Et à cette époque-là, j'étais tout le temps en avant, puis j'étais le gars qui tirait tout le temps les gens. J'étais en avant des gens, puis je craquais le monde en étant en avant, puis en les craquant comme ça. C'est ça que j'ai toujours fait avec tout le monde, puis je me suis rendu compte à un moment donné que ma place, c'est ce que Daniel faisait pour moi, c'est qu'il était en arrière de moi. Et en revenant pour le GR20, pour l'entraînement de Jake, pour mon garçon, pour faire cette aventure-là complètement débile que je suis en train de travailler sur un documentaire là-dessus, ça mérite un podcast juste là-dessus. Mais juste avant de partir, la dernière marche qu'on a faite ensemble pour entraîner Jake, c'était avec Daniel, le même Daniel. On a fait la rivière Saint-Charles, 35 km à 40 degrés, juste avant de partir pour prouver qu'il était capable de marcher 35 km. Et ça a été la dernière marche de Daniel ensemble parce que quand je suis revenu du GR20, Daniel, sa santé a dégringolé. Puis là, il est décédé le 6 novembre dernier. Puis les funérailles, c'était la semaine passée. Wow. Puis mon père est rentré à l'hôpital le lendemain. Fait que c'est vraiment une période un peu spéciale pour moi où il y a vraiment beaucoup d'émotions. Mais ça m'a vraiment montrer mon purpose dans la vie. Puis c'est la dernière conversation qu'on a eue ensemble, moi puis Dan, à l'hôpital. La dernière chose, c'est que j'ai dit que j'allais continuer ce qu'il a fait avec moi. Il a été mon prof d'éducation physique quand j'étais jeune. Wow. Il a été mon mentor dans le sport. On a fait des triathlons ensemble, on a fait le tour du monde. Et il n'est plus là, mais il était derrière moi. Puis là, c'est ma job d'être derrière mon garçon, ma blonde, mes amis. Et là, les projets que je fais, c'est plus juste pour moi. C'est pour quelque chose de plus grand que ça parce que j'ai plus rien à prouver. J'ai plus rien à me prouver à moi. J'ai plus rien à me prouver à personne. J'en ai fait assez, là. C'est bien correct. Fait que là, c'est la mission la plus grande. Parle-moi de cette mission-là dans les écoles, puis dans tout ce que tu produis, tu sais, comme contenu, comment tu comptes réaligner ça pour, tu sais, ben, c'est sûr qu'on prend soin de nos enfants, mais je pense que tu vois plus grand que tes propres enfants aussi. Ben, dans le fond, mon gars, Jake, il a déjà donné une conférence avec moi à une école. Il en fait une cette semaine encore avec moi. Fait qu'il s'est rendu que Jake, mon garçon, là, il y a 9 ans, il vient avec moi dans les conférences. Fait qu'encore une fois, je les implique. Hein, mais le film qu'on va faire, le film de cette aventure de fou-là, le record Guinness, aussitôt, le record Guinness, on a appliqué, on attend le record Guinness. Je suis tout en train de placer ça ensemble. Mais le but, c'est que je vais faire un documentaire d'environ 45 minutes qui va être diffusé. Dans le fond, mon but, c'est d'envoyer ça dans les écoles. Fait que oui, les conférences, je vais continuer à en faire. Je vais booker des conférences dans les écoles, mais je veux quelque chose qui va être capable, tu sais, qu'on va être capable de le mettre at large. Puis c'est la même chose avec la Silk Road l'année prochaine. Je veux créer du contenu qui t'es capable de shooter, là, tu sais, puis que les gens, ça peut les aider partout dans le monde, là, tu sais. Mais le but, c'est vraiment maintenant, c'est d'essayer d'aller reacher le plus de monde possible. Puis je pense que le message que j'ai avec mon Jake en ce moment, je pense que ça va fesser quand même pas mal. Ouais, c'est quoi qui est particulier de ce message-là, tu penses? C'est que j'ai été un gars qui fait des démos dans des écoles depuis que j'ai 14 ans. J'ai fait des démos qui s'appelaient Vie ta vie. Je faisais des tournées dans les écoles, puis je faisais des shows de trial en parlant de mon parcours que je te parlais, tu sais, de l'appareil photo, les canettes de coke, et pour montrer que si tu trouves quelque chose que tu aimes dans la vie, vas-y, man. Tu sais pas ce que ça va faire, là, mais ça va t'amener ailleurs. Puis là, j'ai fait ça encore plusieurs années. J'en ai fait récemment encore aussi. J'en ai fait dans des entreprises. Fait que je l'adapte selon les gens qui... Puis j'adapte le message, puis j'adapte comment j'en parle, mais... Là, c'est que ces démos-là, c'est que là, toute ma vie, j'ai dit, le potentiel humain, il est infini. T'sais. Tout est possible. Tu peux faire ce que tu veux de ta vie. Puis quand Jake, mon garçon de 8 ans, m'a dit, c'était son idée de battre le record là, du GR20, du trek le plus dur au monde, parce qu'il l'a vu dans un journal, c'est ma soeur qui a montré, qui allait faire le GR20, puis il a montré le petit garçon, 9 ans et demi, qui l'a fait en 12 jours. Et là, il regarde ça, puis il me dit, ben, je vais le battre. Puis là, j'ai dit, ben non, man,
tu peux pas faire. Tu peux pas faire ça, Jake. C'est GR20. C'est impossible, man. C'est bien trop dur. Papa, il l'a déjà fait. C'est bien trop dur. C'est impossible. Et il l'a fait. Puis je me suis rendu compte que j'étais le papa, que toute ma vie, Tu voulais pas faire ça. Que même le gars qui a parlé de ça toute sa vie, j'ai mon gars qui a un certain potentiel. Il est en forme. Puis même moi, j'y ai dit que c'était impossible. C'est capoté. Ouais. Puis je pense que ce que je veux dire dans le documentaire puis qui va aller chercher des gens, c'est vraiment qu'on a un potentiel là, incroyable. Puis les enfants sont capables de plus qu'on pense, ça c'est clair. Mais je pense que ça va aller montrer justement que même la personne qui y croyait, il y croyait même pas. Tu sais. Ah, c'est une bonne twist. Une bonne twist. C'est bon storytelling. J'adore ça. Je suis d'accord avec toi. C'est très bon. Bonne, très bonne quote. Écoute, j'ai goût qu'on enchaîne sur cette... J'ai 2 questions. Tu verras qu'est-ce que tu veux répondre en premier, quelle piste tu veux prendre. Vas-y. Ma première question, c'est pourquoi penses-tu que... D'où vient cette soif-là, autant en entreprise qu'en école, tout ça, de comment ça que les gens sont pas... Attends, c'est parce que je veux pas qu'il y ait pas de jugement dans mon énoncé. Il y a un petit peu de jugement, mais il n'y en a pas là, dans le fond de ma tête. Ouais, c'est ça. Vas-y. Formule ma question. Dis-le comme tu penses. Non, mais c'est parce que je me demande... Moi, j'ai toujours un espèce de... Tu sais, tantôt, tu l'as vu, là, tu me dis, c'est nice ce que tu fais. Puis moi, j'ai tout le temps cette hésitation-là au fond de moi je veux pas mettre de la pression aux gens, tu sais, comme moi, je veux dire, ça ici, je le fais pour moi. Tu sais, physio-vélo, je le fais parce que c'est genre, si tu me paierais pas à le faire, je le ferais pareil parce que genre, j'aime vraiment ça faire ça. C'est le plus beau cadeau au monde. C'est ça, exact. Mais après ça, je veux pas non plus que les gens pensent que, tu sais, je suis comme toi, là, j'ai une partenaire incroyable, on se comprend dans nos défis, on fait nos trucs, puis tu sais, je me trouve vraiment privilégié de pouvoir faire ce trip-là de physio-vélo à travers tous les défis qu'on a parce que je tripe là-dessus. Mais au final, comment tu fais pour articuler ou dans ta tête plus, comment tu fais pour articuler le fait que tu veux montrer ça sans mettre de la pression genre aux gens? Tu vois-tu ma question? C'est mes issues à moi, mais il y a quelque chose c'est clair que si tu arrives puis tu débarques dans une école puis là, tu fais juste parler d'un record Guinness puis un record du monde puis des affaires qui sont inatteignables, ouais. Tu peux perdre pas mal de monde, mais je pense que des fois, ça prend ça pour vraiment faire allumer le monde pareil. Il faut que ce soit ils se disent, si gros. Ça, c'est possible. Puis moi, ce que je voyais avec ce projet-là, puis tous les projets sur lesquels que je travaille, c'est, écoute, tout le monde ne peut pas aller faire le GR20, puis le Tour de Vibe, puis la Silk Road, puis la Atlas Mountain Bike Race, etc. Mais ils peuvent, il y a une différence entre ça puis passer 6 heures par jour sur un écran. OK? Fait que là, c'est de montrer aux gens, OK, il y a ça qui est possible, mais là, on peut se retrouver là, c'est la job de l'expliquer comme il faut parce qu'il ne faut pas faire sentir les gens mal. On fait déjà sentir le monde mal avec les réseaux sociaux. C'est un highlight reels de la vie de tout le monde. Tout est romancé, AI, tout est faké, tout est enhancé, man. Fait que là, c'est vraiment de la manière que tu apportes le message qui est important. Fait que ça, je fais très, très, très attention parce que quelqu'un qui est à la recherche de purpose dans la vie, puis là, tu y arrives avec de quoi qui est tellement huge, ça marchera pas, là, tu sais. Fait qu'il faut faire attention de comment c'est dit. Ça, c'est clair. C'est quoi tes trucs? Oh my God! C'est pour ça que moi, le fait que je viens de rien, c'est sûr que je ramène tout le temps à ça. J'ai été capable, j'étais là, je sais c'est quoi. Tu sais, quand je parlais des entrepreneurs, tu sais, je leur dis, je suis parti de rien, je te le dis, ça se fait. C'est de leur donner des affaires concrètes qu'ils sont capables de faire tous les jours. Puis quelqu'un qui sort d'une dépression et qui veut changer de vie, qui veut changer de job, qui veut starter leur passion project, je leur dis, arrêtez d'attendre le ha-ha moment. Les gens attendent le perfect timing, le ha-ha moment. Tout est placé, j'ai plus de choses à faire dans ma to-do list, puis là, je vais commencer à travailler sur mon passion project. Là, je leur dis, guys. C'est pas une histoire de... C'est plus une histoire d'essayer de getting better puis de t'améliorer 5% par année, tu sais. Puis over time, tu vas bâtir quelque chose. C'est la même chose avec la forme physique, c'est la même chose avec la perte de poids, c'est la même chose. N'importe quoi qui est tough, ça va prendre du temps, man. Puis je leur dis souvent, les mêmes phrases reviennent souvent. Si c'était facile, tout le monde le ferait, man. Fait que quand tu grindes, c'est normal. Mais les gens, il y a des gens qui sont, on pourrait dire,
il y a des gens qui n'ont rien à faire avec eux autres. Là. Des fois, c'est juste dans leur mentalité ou dans les patterns qu'ils ont pris dans leur vie. C'est tellement de travail que des fois, je me dis, oh my God. Mais quelqu'un qui veut, là j'ai fait du mentorat, j'ai fait du coaching, j'ai donné des conseils. Quelqu'un qui veut, là, c'est comme, OK, écoute-moi, man. Essaye juste, puis c'est là, getting better. Tu veux pas le breakthrough moment. Tu veux juste le getting better. Fait que si tu veux te mettre en shape, t'inscrire à un événement d'ultra-endurance, quoi que ce soit, man, getting better, man, à tous les jours. Puis au pire, le worst case, tu vas te pointer là-bas, tu te pètes la face, ça marche pas partout, mais tu vas avoir appris sur toi, man. That's it. C'est ça que j'essaie d'expliquer aux gens. C'est que moi, je fais des affaires out there parce que j'ai fait ça toute ma vie depuis que je suis jeune. Fait que c'est sûr que mon maximum, il devient haut. Mais j'essaie de leur dire, oubliez ça. Si tu penses que tu vas régler tous tes problèmes, genre, mettons que tu as des problèmes dans la vie, je leur dis, tu sais, genre, hey, tu as des problèmes dans la vie, va-t'en pédaler 4000 km de bike. Tu sais, oublie ça. Ah, tes problèmes dans la vie, fais un autre enfant. Tu sais. Non, il faut quasiment rire. Tu sais, c'est ça. Hein? Fait que je leur dis, écoute, si t'as pas de problème dans la vie, on va starter plus bas. Là, c'est juste que moi, je fais ces affaires-là parce que si tu veux avoir une réaction, si tu veux que les gens fassent « wow », ben des fois, c'est clair qu'il faut que tu fasses des affaires qui sont un petit peu hors normes. T'sais. Ça, c'est sûr. D'accord avec toi. Mon autre question, c'est que je suis très reconnaissant que tu m'aies parlé de l'histoire avec ton ami Daniel, malheureusement décédé. Mes condoléances. Merci. Parce que, tu sais, il y a quelque chose dans le fait que toi, tu étais tout le temps en avant puis tu tirais le monde, puis que là, tu changes de place, mettons, avec lui. Moi, je me demande comment qu'on fait pour... Tu sais, t'es un gars qui a beaucoup d'énergie, qui est intense, mais Chris, quand ça te tente pas, t'as le droit de pas être en avant? Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Ça m'est jamais... Je veux pas dire que ça m'est jamais arrivé, mais tous les projets que j'ai faits, je les ai finis. Puis j'étais souvent le gars en avant, mais de plus en plus que je vieillis, ça commence... Tu sais, je commence à être en arrière, mais dans ma jeunesse, j'ai souvent été le gars qui tire, mais j'ai appris à arrêter de faire ça parce que c'est là que j'ai vu du monde se péter la gueule. Ben c'est ça. Toi, tu t'es épuisé par moment à faire ça? Ou... Non, mais... Non. Je sais pas quoi dire. J'ai fait une liste tantôt. Là, je me suis dit, check, juste pour que tu comprennes le personnage un peu, je me suis dit, j'ai fait une liste. C'est OK. Pour me prouver à moi-même, puis tu sais, comment j'ai poussé la note, mais là, je me dis, tu sais, fait que quand j'ai fait le défi Pierre Lavoie, moi, je me suis dit, c'est pas juste de faire le défi Pierre Lavoie de 1000 km, c'est trop simple. Fait que là, je l'ai fait en vélo montagne. Puis j'ai mis un speaker dessus. J'ai mis du poids sur le bike. Puis je me disais, hey, c'est plus, tu sais. J'ai fait mon premier triathlon, ben, c'était un Ironman. Puis je l'ai fait à 4 mois d'entraînement avant de partir. Écoutez pas ces conseils-là. Non. Faut pas faire ça, man. Je savais à peine nager à l'époque. Quand j'ai monté la Concagua, c'était la plus haute montagne que j'ai faite en 2012. J'avais jamais fait vraiment de montagne avant. Puis là, je me suis dit, tant qu'à faire ça, ben, on le fait sans guide puis sans porteur, tu sais. Mon premier 60 km, je l'ai fait sans entraînement aussi. Puis le GR20, je suis parti là-bas en 2018. J'avais juste fait une recherche Google en écrivant « C'est quoi le trek le plus dur au monde? » C'est tombé là, puis je suis parti, tu sais. Ça, c'était le gap d'avant, ça. Mais là, ça, c'est avant. J'ai évolué, là. Parce que là, en faisant ça... Il y a du monde autour de moi qui ont rushé aussi, tu sais. Ah, c'est ça l'affaire. C'est là que j'ai appris. Il y a du monde qui ont abandonné, que c'était too much pour eux autres. J'ai tiré du monde. Et là, tu peux pas faire ça. Puis là, j'ai transitionné du gab un petit peu coup de tête. Je fais des affaires. Il faut que ça soit toujours plus à... Là, je suis très médiculeux. Je calcule mes affaires. Je peux travailler 2 ans sur un bike pour partir pour un événement. Là, je suis rendu très médiculeux, puis je pousse plus jamais personne. Il faut que ça soit la décision de la personne. Je me mets en arrière. Mais tout ça, comme je te disais, c'est un historique de vie. Là. Ça se fait pas en 2 semaines, ce que je te raconte là. Mais j'étais le gars un petit peu, tu sais, vraiment extrême, qui était comme, OK, il n'y a pas de limite. Mais à un moment donné, si moi, j'avais pas de limite, il y avait peut-être de la limite avec des gens autour de moi. Je sais pas si ça fait du sens. Oui, j'ai goût que tu me donnes un exemple. J'ai goût d'un exemple. Ça va être dans mon film... Tu sais, la Concagua, on est parti à 4 personnes. J'ai fini tout seul au sommet. Tu sais, j'ai fini solo. Ça, il y a un film là-dessus sur YouTube par rapport à ça, sur mon Aconcagua 2012. Mais le meilleur exemple, je pense, c'est justement en lien avec le GR20 en 2018, quand je suis allé avec Daniel, justement.
que, vu qu'il était plus vieux que moi, il était comme le gars invincible dans ma tête. On avait tout fait ensemble, puis j'étais comme, il est invincible, tout va bien se passer. Puis c'est là que ça a été l'événement que j'ai vu que c'était peut-être pas éthique il y a une limite à comment tu peux pousser quelqu'un. Il a voulu abandonner la deuxième journée. Ça durait 10 jours. Le GR20, c'est 180 km. La deuxième journée, il voulait abandonner, puis je l'ai craqué jusqu'à la fin. J'ai traîné une partie de son sac à dos. J'ai traîné les 2 sacs à dos pendant une période pour qu'il finisse avec moi. Puis là, c'était vraiment rendu... OK, jusqu'où tu pousses quelqu'un. Tu comprends ce que je veux dire? Puis c'est là que j'ai appris sur moi-même. Ça va être dans le film sur lequel je suis en train de travailler parce qu'il faut expliquer ça. Mais je trouve que c'était un beau changement que j'ai eu dans ma vie. Il a fallu que je le vive pour comprendre. Que là, à un moment donné, puis là, maintenant, en vélo de montagne, je dis au monde, quelle piste tu veux faire? Celle-là? Parfait. À quelle vitesse? Ça? Parfait. Ma blonde, je cours avec, je suis plus en avant. Hier, là, je suis plus en avant d'elle. Là. Je suis en arrière d'elle. Et puis là, ta vitesse, c'est ma vitesse. That's it. Mais c'est un travail d'une vie. Là. Ouais, ça, je vais te dire. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de ha-ha moment. Il n'y a pas de ha-ha moment. Non. Tu es un kiné ou un physio et tu veux aller plus loin dans la prise en charge de tes cyclistes pour leur offrir confort et performance, eh bien, chez Physio Vélo, on enseigne la méthode PBF, Physiotherapy Led Bike Fitting. Donc, un bike fitting guidé en physiothérapie avec un protocole qui nous permet de bien comprendre, de bien tester et de bien analyser les douleurs cyclistes. Inscris-toi à notre prochaine cohorte pour les séminaires en Europe en partenariat avec la Fédération française de cyclisme en novembre 2025 prochain. Ensemble, on va partager 3 jours de séminaires pratiques en plus de la théorie hybride en e-learning. Vous allez devenir un expert et changer votre carrière. Inscrivez-vous aux formations Physio Vélo dès maintenant. Puis c'est un peu ça aussi, tu sais, la transition dans le... Je sais pas comment tu l'appelles, le gap d'avant, le gap d'après. Il n'y a pas de date, hein? Non, c'est ça. Il y a sûrement un prochain gap, comme les poupées russes, hein, tu continues d'ouvrir le truc. Les oignons, même. Exact. Tu sais, dans le film sur le Tour Divide, là, il y a cette espèce de mantra-là. Comment tu reflètes sur le fait que, tu sais, tu peux te regarder. Moi, j'ai trouvé ça les premières fois que je me suis regardé puis que j'ai fait du montage, premièrement. C'est très humbling experience. C'est très... Ça te rappelle l'humilité. Ouais, dans le sens que, tu sais, quand tu fais du montage vidéo de toi-même, bon, là, il faut que tu acceptes ta voix, il faut que tu acceptes. Puis là, après ça, il faut que tu coupes parce que tu te plantes 13 fois sur un YouTube avant d'avoir la bonne intro, tu sais. Puis c'est toujours un moment spécial, mais particulièrement quand on vit des situations comme ça où est-ce qu'on se pousse à bout puis qu'on est plus vulnérable. Tu sais, dans le film, comment tu reflètes maintenant sur le fait que tu avais genre des mantras sur, tu sais, je veux finir peu importe comment, tu sais, puis cette espèce de... Le gap d'aujourd'hui, il regarde comment ce gap-là? Ben, c'était un point tournant, mais moi, je m'étais promis, puis je pense qu'une promesse qu'on tient, une promesse qu'on fait à soi-même, c'est puissant, hein? Et moi, je m'étais dit, si j'ai pas les 2 jambes cassées, si c'est pas, tu sais, que je suis pas en train de scraper ma santé, moi, je continue. Puis ma blonde m'avait dit la phrase, je trouve ça la phrase la plus badass que ma blonde m'a jamais dit, juste avant de partir, c'est « whatever it takes ». Tu sais, je trouvais ça tellement hot. J'étais comme « wow, ça, c'est ça que j'avais besoin d'entendre ». Puis elle était comme « écoute, quand tu t'entraînes comme ça pendant, tu sais, 1 an et demi, 2 ans, tu prépares toutes tes affaires, tout le monde fait énormément de sacrifices pour que tu t'en ailles là-bas. Tu sais, tu te pousses, mais au moins vis l'expérience à fond. Puis c'est ça que j'ai fait durant le tour. C'était que, oui, je me suis poussé au maximum. Je m'étais promis que j'allais jamais arrêter. Si c'était pas une question de santé, c'est exactement ça que j'ai fait. Mais j'ai vécu l'expérience au maximum. Puis je pense que tu l'as vu dans le film. Je veux dire, j'ai tout mis... Tout est là, man. C'est clair. Comment tu te sens quand tu regardes ça maintenant? Tu l'as-tu réécouté récemment? Oh my God, j'ai tellement pleuré en faisant le montage. Pour les gens qui ne l'ont pas vu, le film s'appelle Beyond the Dots. Puis Beyond the Dots, au début, ça s'appelait pas Beyond the Dots, ça s'appelait Beyond the Dot, pas de S. Okay. Parce que c'était par rapport à moi, une autre évolution. C'était moi. Puis là, quand je fais le montage, je me rends juste compte que, ben non, c'est pas par rapport à moi, c'est par rapport aux gens que j'ai croisés, extraordinaires, qui ont une perspective différente et tout. Puis là, le film est devenu Beyond the Dots. Et oui, quand je regarde ça, ça me fait vivre plein d'émotions parce que les séquences que j'avais filmées, c'était pas pour faire un film. C'était pour envoyer à mes enfants, c'était pour envoyer à ma famille. Je pensais pas faire de film au début. Je faisais juste me filmer pour mettre ça sur Facebook pour tenir les gens au courant. Puis je m'étais juré que j'allais pas faire de film.
j'étais comme, il y avait tellement de monde qui avait essayé le Tour Divide, qui est une des courses de cyclistes les plus dures au monde. Et là, on peut parler de quelle qui est la plus dure. On s'en fout, mais c'est une des plus dures, peu importe, c'est tough. Et il y a plein de monde qui avait essayé de faire un film, puis il n'avait pas réussi à cause de ça, on dirait, parce que tu traînes plus de gear. Ah, c'est ça. Non, mais tu t'obliges à faire de la prod aussi, en plus de... tu poses ta caméra par terre, tu repasses. Tu sais, Dominique Ménard, là, je regarde ses shots, là, sortir, puis là, je suis comme, oh my God, il a fallu... C'est tellement long, 3 allers-retours. Il a fallu qu'il mette sa cam là. C'est quand même que je vais lui demander, je vais leur recevoir, je vais lui demander ses trucs pour pas passer 3 fois non, la place. Pour un gars qui fait du vidéo, moi, je regarde ces vidéos-là, puis c'est sûr qu'il y a le gars qui... Oui, t'es comme comment il l'a filmé. Fait que ça, pour dire, je m'étais dit, je ferais pas de film parce que c'est tellement out there, c'est tellement la chose la plus dure que j'ai jamais essayé que je veux pas, en plus, je veux performer, je veux pas me blesser, je veux me faire des amis. Ah, puis by the way, je veux faire un film. Tu sais, j'étais comme, ça a aucun sens. Fait que les séquences qui sont là sont ultimement très, 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 très viscérales et vraies parce que je pensais jamais mettre ça sur YouTube. C'est ça. Fait que quand je regarde surtout la séquence, je sais pas si tu te souviens, mais la séquence que j'étais à Silverstone, ce qui veut dire que j'étais au milieu du parcours, que j'avais juré à mes enfants que j'allais tout faire pour me rendre là. Quand j'ai filmé ça, man, j'étais à fleur de peau, mais à toutes les fois que je le réécoute, j'ai quelque chose en dedans, c'est sûr, parce que je me souviens du feeling que j'avais eu. Puis je sais qu'est-ce que moi j'ai fait pour me rendre là. Et écoute, ça fait vivre plein d'émotions. Mais je disais, avant, quand on voulait que quelque chose perdure dans le temps, on l'écrivait dans le granit, hein? Toc, 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 on faisait des pyramides. Maintenant, je dis, on le met sur YouTube. Et quand je l'ai mis en ligne, j'ai travaillé là-dessus pendant quasiment 1 an de temps. Ma blonde n'avait jamais rien vu, hein? C'était quand j'ai mis en première sur YouTube ce soir-là, ma blonde ne l'avait jamais vu. Là. Elle l'avait écouté comme 2 jours avant, juste pour dire, mais après ça, c'était la première sur YouTube. J'avais gardé ça secret. Fait que c'était comme. Ouais. Quand j'ai mis ça en ligne, là, c'était comme, tu sais, je mets un bébé au monde, c'est capoté, puis je savais pas qu'est-ce qui allait se passer, mais c'était vraiment un passion project, mais je me disais, je l'ai surtout fait pour moi. Encore une fois, je l'ai fait pour moi. C'est pour ça qu'il est 2h30. Si je l'avais fait pour les autres, je l'aurais peut-être fait en 50 minutes. Je l'ai fait pour moi. Il est 2h30. Je me suis dit, les gens qui vont s'intéresser à ça, écoute, ils vont se rendre jusqu'à la fin, mais ce ne sera pas tout le monde, clairement. Mais je l'ai fait pour moi. Puis je l'ai fait pour mes gars. Puis, tu sais, tu me disais tantôt, est-ce qu'ils vont comprendre un jour? Je me dis, dans 10 ans, ils vont réécouter ce film-là. Puis si je ne suis pas là, puis tout peut arriver, je me dis, quand je l'ai mis en ligne, je me suis dit, mon serveur peut sauter chez nous, mes cartes mémoire peuvent se formater, mais c'est écrit dans le granit. Puis je me suis dit, à partir de là, mon livre du vélo de ma vie est fermé. Mes enfants vont réécouter ça un jour, vont tomber là-dessus, ils vont connaître leur père parce que je parle pendant 2 heures. Puis c'était comme une façon de faire, OK, mon memorial, il est là. Je sais que ça a l'air débile, mais c'était pour moi, c'était comme vraiment... Puis ma blonde était comme, pourquoi tu mets autant de temps là-dessus? Puis j'étais comme, ah non, je sens que c'est important. Puis je l'ai fait comme faut, mis beaucoup d'heures. Puis une fois que c'est fait, c'est le best feeling au monde. Quand on fait un projet comme ça, qu'on s'inscrit à des courses comme ça, quand on va au bout de l'intensité comme ça, qu'est-ce qui... Est-ce que le quotidien devient comme insuffisant? Tu sais, c'est quoi qui se passe? C'est vraiment dangereux, hein, de vivre ces highs-là. Puis j'ai connu beaucoup de monde. Tu sais, j'ai fait de l'alpinisme, hein, c'est même affaire. Ouais. Tu vis dans une tente pendant 3 semaines. Tu n'as pas de téléphone, tu manges, tu as des connexions avec les gens là, incroyables. Tu comprends? Tout est amplifié, hein? Les connexions avec les gens, là, tu parles avec quelqu'un, là, c'est wow, puis t'es profond, tout est amplifié. Tu reviens dans ta vie, c'est dangereux, man. J'appelle ça le jour de la marmotte. Là, j'ai des semaines, là, c'est le jour de la marmotte. Je me lève, je m'en vais, je fais mon petit café, on prépare le lunch des gars, je m'en vais porter à l'autobus, puis 5 jours semaine, ça recommence, je fais mes petites affaires. C'est dangereux de te dire, hey, c'était tellement hot au Tour de Divide. Ça, c'est dangereux, man. Parce que la vie peut pas juste être des highlights. Puis, ultimement, j'ai fait assez d'aventures pour savoir que si tu y retournes, là, c'est jamais pareil. Fait que là, c'est de te dire, je sais que tu t'imagines c'était donc bien hot, mais c'est vraiment d'avoir assez de maturité pour te dire non,
Ça, c'était le highlight, c'est correct. Puis ma petite vie tranquille, ça prend ça aussi pour se recharger les batteries, de retrouver ton ground puis de repartir. Mais il y a beaucoup de monde qui tombe en dépression. De post-événement, c'est très dangereux parce que, tu sais, la dopamine, l'entraînement, tout le monde qui t'en parle, hein? Moi, c'est ça que des fois, je trouve tough. Tout le monde t'en parle avant l'événement. Oh my God, il y a ça qui s'en vient, la date. Oh yeah, là, tout le monde te cheer. Là, t'as plein de likes sur les réseaux sociaux, man, c'est l'événement. Puis là, une fois que c'est fini, puis ça fait ça avec les mamans enceintes aussi. C'est pas pour rien. Tu as full d'attention pendant que tu es enceinte. Tu as ton bébé, c'est fini. Puis là, j'ai plus autant d'attention que j'avais. C'est classique. Fait que je pense que le moyen de contrer ça, c'est de s'en rendre compte. C'est de se rendre compte que ça, c'est un highlight. Ça peut pas tout le temps être ta vie. Tu peux pas juste pédaler sur ton bike pendant 1 an à manger de la bouffe de dépanneur. Tu sais, à un moment donné, non. Puis ça peut pas être ça. C'est de se rendre compte que quand tu le vis à 100%. Parce que tu le sais que c'est éphémère. Puis quand tu reviens à la maison, de te dire que c'est correct aussi d'avoir ta petite vie, puis que ces beaux moments-là, plus tard, tu vas te dire que c'était le bon vieux temps de toute façon. Fait que rends-toi-en compte. Mais tout ça, c'est la maturité de te dire que c'est normal. C'est normal d'avoir un down après, mais c'est normal pour moi aussi d'avoir tout le temps des projets. Que ça soit autant familial que personnel. Je suis un gars de même. Je conseille pas ça à tout le monde parce que ça peut être essoufflant pour certaines personnes. Mais moi, clairement, je suis un gars de projet, là. C'est clair que j'ai une to-do list. Tu vas avoir une to-do list toi aussi. Puis j'attaque la to-do list, puis je drive à ça. T'sais. Fait que tout le monde peut trouver ses moyens, mais moi, c'est vraiment un projet en suit un autre. Mais c'est vraiment, c'est ça, de se rendre compte que ça peut pas tout le temps être la vie quand même. Mm-hmm. Mais tu vois, on dirait qu'il y a une des affaires... avec le 300 km, c'est un peu ça. Je suis comme le quotidien avec les enfants. Là, oui, c'est vraiment rushant, mais au final... Je veux pas m'inscrire à un 300 pour pas faire les lunchs puis pas passer ce temps-là avec eux. Parce que quand ils vieillissent, je veux dire, quand tu vois ton plus vieux qui je sais pas, il veut la moitié moins de câlins que l'année d'avant. J'ai lu une quote dernièrement qui dit que 80% du temps... Oui, je l'ai lu ça aussi. 80%... Avant l'âge de 12 ans. C'est ça. 80% du temps que tu passes avec tes enfants, c'est de 0 à 18. Mais si c'est 12, ça m'étonnerait même pas. Oui, parce qu'après 12, man, ils sont en train de se mettre en opposition. Fait que c'est pour ça que dans les dernières années, j'ai genre slacké. Pendant une certaine période, j'ai slacké. Tu sais, je faisais beaucoup d'alpinisme, des hautes montagnes. Puis non seulement c'est long, mais tu peux juste... C'est dangereux. Tu peux être le meilleur au monde, mais tu te fais ramasser par une avalanche, tu tombes en bas d'un précipice, terminé, papa n'est plus là. Fait que je me suis dit, je peux plus faire ça pendant qu'ils sont jeunes de même. Puis j'étais comme, gars, au pire... je referai des trucs vraiment out there quand ils vont être plus vieux. J'aurais juste ça à faire anyway. Fait que là, je profite du moment. Ben, je le sais que sur mon lit, à 80 ans, si j'ai la chance de me rendre jusque-là, je vais penser à ça puis je vais me dire que c'était la job qu'il fallait que je fasse. Il y a d'autres choses dans la vie que juste des aventures. Puis ça, il faut en parler. Il ne faut pas glorifier tout le temps. Là. La seule façon de vivre une vie extraordinaire, c'est juste d'aller là-bas. Non, ça, c'est juste... C'est toute la préparation, le training, les jasettes avec des gars comme toi aujourd'hui, puis d'aller à Montréal, d'aller chez Physio Vélo, gosser sur ton bike, ça, c'est le cadeau. L'événement, c'est l'autre patente que tu fais juste appliquer tout ce que tu as appris pendant 2 ans. Là. Mais tout le avant, c'est le journey, clairement, c'est le cadeau, puis ça, tu appliques ça. Ça, je pense, c'est plus sain d'apprécier plus ça que la destination. Si tu te blesses avant ton événement, puis tu peux pas y aller, il faut qu'au moins que tout... ton bagage avant, c'est ça le cadeau, dans le fond. Oh oui, l'événement, c'est juste une autre patente. Là, Je pense que c'est ça qu'il faut garder en tête pour que ça soit sain, la relation que tu as avec tes défis. T'sais. Mais des fois, j'ai l'impression que c'est le... faut que tu aies été dans l'excès pour faire ça. Tu sais, les gens riches et célèbres qui disent « t'as pas besoin d'argent et de fame pour être heureux ». Il fallait que tu sois riche avant de t'en rendre compte. Moi, je pense qu'il a fallu que je vive. C'est sûr qu'aujourd'hui, j'ai un insight que peut-être que... C'est ça. Il a fallu que je me pousse jusque-là pour pouvoir en parler, mais tout ce que je vous dis aujourd'hui, c'est vraiment, je peux dire que je l'ai vécu. Là. C'est pas juste, j'ai pas juste lu ça dans un livre, je l'ai vécu au complet, mais je suis content d'avoir commencé jeune, par exemple. Parce que là, je peux arriver, là, j'ai 39 ans, puis d'avoir cette maturité-là, puis ce bagage-là, ça me permet de prendre les bonnes décisions dans la vie en ce moment, là, puis de ne pas avoir de crise de la quarantaine, où, on l'a toutes, là, c'est sûr qu'on a des questionnements, mais au moins, je pense que je suis à un moment de ma vie, je me dis, ah non, j'ai eu une pas pire life. On pourrait conclure sur ça. C'est quoi les bonnes décisions que tu prends en ce moment grâce à ce bagage-là? On pourrait...
une des choses qui a changé ma vie en ce moment, c'est qu'en vieillissant, j'ai juré à mes enfants que j'allais tout faire pour toffer le plus longtemps possible. Fait ce que ça veut dire, ça, c'est de viser la longévité. Ça veut dire d'aller faire ta prise de sang chez le médecin. Ça veut dire de faire les tests. Puis c'est là que j'ai découvert que je faisais de la haute pression, man. Puis que peut-être dans les dernières années, en faisant ce que j'ai fait, j'aurais peut-être pu sauter la patate. Ça va vraiment fesser. Puis depuis quelques mois, je prends une médication, puis ça a complètement changé ma vie. Puis je me dis, si j'avais peut-être pas fait cette promesse-là à mes enfants, si je ne watchais pas mes affaires, j'aurais peut-être été le papa au marathon qui pète là, tu sais. Fait que ça, je suis vraiment en train de watcher mes affaires, tu sais, nutrition. Et le but, c'est la longévité. Fait que même en enduro, quand je descends rapidement, tu sais, mettons, t'es pas obligé de descendre à 100%. Tu peux descendre à 90%. T'as autant de plaisir. Puis longévité multipliée. Fait que ça, c'est vraiment la petite voix à l'arrière de moi là, qui dit « slack une petite affaire, mon Gab. Prends des journées de rest. Dors comme faut. Puis garde tes amitiés autour de toi. » Puis tout ça ensemble, je pense que ça va me permettre de faire ça le plus longtemps possible. Merci de t'être invité au podcast. Merci de m'avoir accueilli, Yann. C'est super bon. On se dit à la prochaine. Merci, Yann. À la prochaine. Ciao. Chers auditrices, chers auditeurs, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Laissez-nous une petite mention 5 étoiles ou un commentaire sur les différentes plateformes de podcast ou sur YouTube. Merci encore. On se voit la semaine prochaine pour le dernier épisode de 2025. Ciao!